Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Au plan politique, donc c'est le jour, hein, voilà, c'est journée ville morte à Conakry, dans certaines villes et localités donc de la Basse-Côte à l'appel de l'opposition républicaine. Celle-ci entend par cette action de protestation le début d'une vague de manifestations qu'elle projette d'organiser les semaines et mois à venir jusqu'au rétablissement de la voie des urnes, réclame-t-il, dans une dizaine de circonscriptions au terme des élections communales du 4 février 2018. On en parle ce matin dans cette émission avec l'aide de Jacques Lewalino, évidemment. Dans un instant, nous avons écouté Fadiga Moussamou ici là. Je vais pas être long, Jacques, c'est juste pour dire que j'estime qu'on aurait dû toucher la question environnementale, surtout qu'on est en Guinée forestière. Ouais. L'agriculture part avec l'environnement. Lorsque l'environnement change et nous faisons face à tous ces problèmes liés à la déforestation, à la culture sur brûlis, et tout cela a des conséquences sur le rendement de nos différentes cultures. Ceux qui se plaignent qu'ils ne peuvent faire qu'une seule récolte ou deux au maximum, c'est bien parce qu'il faut chercher les raisons aussi dans la déforestation, dans l'utilisation de certains intrants sans en avoir la maîtrise. Donc cette question aurait dû être débattue par le chef de l'État et encore une fois, ils sont dans une zone où la forêt forte existe et la question de Ziama n'a pas été évoquée. Je pense que c'est vraiment assez dommage. C'est assez dommage. Ouais. Ensuite, il y a beaucoup d'efforts, mais les efforts, je trouve, sont disparates et assez diffuses. Si on ne procède pas par méthodologie, nous allons sauter les étapes, ne pas faire comme la Côte d'Ivoire, aller vite, rapidement, parce qu'on a envie d'aller rapidement à la mécanisation, on va sauter les étapes et nous n'allons juste pas atteindre l'objectif. Il y a d'abord des planteurs qui ne maîtrisent même pas le choix des semences, le choix des plants. Ils ne savent pas comment utiliser les engrais. Quel type d'engrais pour quel type de pratique culturelle. Ils ne le savent pas. Si il n'y a pas ces formations d'abord à la base pour la maîtrise de ces B.A.B.A, vous partez directement parce qu'il y a une course contre la montre pour une sorte de mécanisation, vous allez sauter les étapes et le rendement ne sera pas du tout là. Procédons par méthodologie, puisqu'on prend l'exemple sur la Côte d'Ivoire, eh bien ils ont procédé par escalier, par étape, par palier. Si nous sautons ces paliers, le haut représentant sait de quoi je parle, eh bien nous n'allons pas du tout atteindre les objectifs escomptés. Encore une fois, je pense que le seul but, la seule bonne chose que je trouve dans cet événement, c'est que ça permet de fouetter l'ego des paysans. Ça permet à nous autres aussi de comprendre, nous autres qui sommes dans la ville, que aller rejoindre le monde rural, ce n'est pas du tout dévalorisant, que ça peut plutôt vous donner une certaine plus-value. Mais tu le fais si bien d'ailleurs, hein. Djibril Kaba Kamara, on fait de la télévision, s'il vous plaît. D'ailleurs, dans d'autres pays comme les pays européens, une tête brûlée, hein. Les pays comme européens, l'agriculteur est mieux respecté que celui qui est installé dans un bureau. Ouais. Ça, il faut le dire et il faut le souligner. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est parti à Zérékoré en forêt avec l'objectif certainement de prendre contact avec les paysans pour écouter leurs problématiques et pouvoir trouver des solutions. Mais jamais, depuis le début de ces événements, moi, je n'ai été confronté à aucune statistique. C'est-à-dire que les paysans, aujourd'hui, combien ils produisent exactement sur le terrain, catégorisation de la paysannerie, parce que... il y a une direction au niveau du ministère de l'Agriculture qui ne fait pas son travail. Bah oui, ils font pas leur travail. Les statistiques, si ça existe, ben, vous ne les communiquez pas du tout parce qu'on ne les maîtrise pas. Alors qu'il y a eu quand même une certaine réduction des tonnes de riz importés depuis l'intensification de certaines réformes. Mais on n'en parle pas. Alors, les gens ne sont pas informés. Alors, comment corriger l'état de l'agriculture si, sur la base à la journée nationale de la paysannerie à Zérékoré, vous n'avez pas ces chiffres-là, vous n'avez pas communiqué dessus? Moi, c'est mon premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il y a une catégorisation aujourd'hui des agriculteurs. Il faut que le paysan soit orienté dans une culture appropriée. Il y en a qui font du riz, qui sont spécialisés dans le riz, mais voyez-vous, quand vous allez vous rendre compte que chacun mélange, on fait le riz, on fait la poule, on fait le cochon, on fait le poisson dans le même, dans le même domaine. Et donc, ça réduit la productivité. Donc, aujourd'hui, il est important qu'au-delà de ça, qu'on oriente les paysans dans une agriculture spécifique pour pouvoir leur permettre d'augmenter leur quantité. Et ça, c'est très important. Allez-y, Mafoudia.
Déjà, le premier intervenant, M. Théophile, qu'on a eu, a parlé des problèmes fonciers. C'est très important, je trouve, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retournent vers l'agriculture. Et ce serait dommage de leur donner l'attitude. Aujourd'hui, on a des milliards, on part au village, on achète des milliards et des centaines d'hectares. Et c'est pour appauvrir les populations qui ont du mal. Donc, je pense que là aussi, l'État doit organiser. Il y a pas mal de choses à faire. Moïse le dit, il y a un schéma qui est là, qu'il faut suivre correctement. Toujours est-il que si on le fait, il y a de grandes possibilités aujourd'hui de sauver pas mal de jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent de la Guinée. Beaucoup viennent du village parce qu'on estime que de ce côté, il n'y a rien à faire. Mais seulement si c'était des jeunes qui ont été formés, ils n'ont pas besoin de faire des études universitaires. On a besoin juste de les former selon... Il y a des gâchis. Oui, mais la communication de l'État même qui a... Oui, mais attendez, permettez-moi de dire ceci. Toute la communication de l'État et de nous-mêmes médias, nous avons contribué à donner une certaine image forte des zones minières. On parle de millions de dollars dans ces zones minières. Oui, c'est important. C'est important. C'est cette communication. Eh oui, Ablamine, c'est important. Je suis désolé. C'est cette communication qui amène l'exode des jeunes du côté de la zone minière. Alors si nous avions la même communication autour de l'agriculture, si nous avions la même sensibilisation, le même lavage de cerveau autour de l'agriculture, je pense que les jeunes iraient moins dans les zones minières et se projetteraient bien pour faire l'agriculture. Mais on a l'impression que aller dans les zones minières aujourd'hui, vous allez avec votre sac, vous venez vous trouver du travail, vous avez un salaire, on a l'impression que le dollar se ramasse à terre là-bas. Alors que oui, mais c'est ça le problème. Il y a un déficit total de communication. Merci. Je suis d'accord avec Roby. Dans notre pays. Je suis d'accord avec Roby et c'est à tous les niveaux. Prenez la communication gouvernementale et regardez la place qui est accordée à l'agriculture. Je pense que des fois, pour que les choses bougent, il faut de l'intérêt. Il faut en faire une priorité aujourd'hui, mais c'est pas le cas. On dit c'est une priorité, mais en fait, c'est pas une priorité. Il y a des jeunes, ils sont nombreux aujourd'hui au village. On n'a qu'à les former selon les réalités du pays. On ne verra... Pourquoi je disais qu'il y a des gâchis? Parce que quand je prends le cas de Babou Condé, lui c'est un agriculteur, il est né au village. Tu te rappelles du cas de ce jeune qu'on a reçu sur le plateau lorsqu'on faisait les jeux et tout, qui a donné un exemple, Lamine qui disait qu'il a vendu les terrains qu'il avait avec lui à 1,5 million. C'est un jeune, pourtant, combien il pouvait avoir en cultivant de ce côté? Il y a le problème de ces banques. Les jeunes, ils ont des projets, ils ont des idées, mais ils n'ont pas d'argent. Je pense que c'est toute chose qu'il faut voir. Il y a de quoi aujourd'hui amener le Guinéen à bien vivre, mais seulement il faut qu'on soit un peu au niveau des Guinéens et qu'on arrête de penser comme si on était aux États-Unis. Mafoudi Abangoura. Jacques. Je voudrais appuyer un peu Elhadji Fadiga qui est intervenu, le dernier intervenant, qui a appelé à la formation des agriculteurs à la base, des paysans. Parce que ce qui se passe, vous avez entendu Dr Théophile, et là je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'il se considère grand producteur, son rôle c'est d'assister les petits producteurs. C'est très grave. Je crois si on continue à les assister, ça va être une sorte de capitalisme où on a un groupe un assistanat où on a, si vous voulez même, des gens, à force de les assister, ils deviennent fainéants, des esclaves à la longue qui vont dépendre exclusivement de ces grands producteurs. Je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Parce que si vous avez très bien remarqué, en Zérékoré, ce n'étaient pas les petits paysans qui étaient là, les petits exploitants. Non, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement. C'est les grands exploitants qui sont venus parce qu'ils ont des moyens. Ils peuvent échanger directement avec des structures qui sont bien organisées. Il faut éviter que la politique agricole appauvrisse nos villages. Bien. Allez-y Moussa. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas valorisé le paysan lui-même. On a une image assez tordue du paysan. Édulcorée. Dans ce studio même, il y a certaines personnes. Non mais c'est vrai, lorsque vous appelez quelqu'un, sortez sur la route, Lamine, vous dites à quelqu'un espèce de paysan. Vous allez recevoir non, s'il vous plaît, Lamine. Lamine, je pense que dans ce pays, on a sous-catégorisé un peu ce métier-là. Et ceux qui travaillent, ils font une sorte d'agriculture qui est une agriculture de subsistance. Les gens, ils sèment, ils cultivent pour juste pouvoir nourrir la famille. Mais ceux-là qui bossent, qui travaillent et qui savent que l'agriculture peut amener du monde, ils ne sont pas du tout bien accompagnés. Moi, je vais citer quelques exemples. C'est vrai que Sida Touré a des hectares, il le fait bien. Vous, Lamine, vous avez quelques hectares dans la Nacarde. Également, le chef de l'État lui-même, oui, je le dis clairement. Et aussi M. Sid Bourma, qui a près de 500 hectares, mais qui utilise
toute la méthodologie dont je viens de parler. Oui. C'est-à-dire le choix des espèces, l'étude du sol, le choix des semences, et puis regardez le rendement de monsieur Sid Bourouma du côté de Bokeh. C'est assez extraordinaire. L'agriculture peut faire beaucoup, mais pour que les jeunes citadins puissent s'y intéresser, arrêtons de dévaloriser le paysan, arrêtons de dévaloriser ce monde rural. Merci beaucoup, Moussa. Ce que Moussa Moïse est en train de dire est tellement important. Je ne savais pas d'ailleurs que Lamine était concurrent à moi. Mais ce que je veux dire... Je suis paysan, moi. Dans l'anacarde. Mais imaginez, allez-y, transportez-vous devant une banque avec votre projet d'extension de... Non, c'est un exemple que je vous donne. Je vous donne un exemple comme pour vous dire combien de fois la paysannerie est dévalorisée dans notre pays. Transportez-vous dans une banque avec votre projet d'extension de champ d'anacarde, avec toutes les garanties que vous voulez, vous n'aurez aucun prêt. Vous n'aurez aucun prêt. Mais par contre, allez-y dans une société minière de la place. Réussissez à vous faire signer un contrat sur 5-10 camions de transport, de bauxite, etc. Allez-y dans une banque, demandez à ce qu'on vous fasse des prêts pour payer des camions, vous les aurez tout de suite. Et donc vous avez vu, il y a cette tendance à négliger la paysannerie, et au-delà de ça, il y a cette tendance même de l'État, dans la communication de l'État qui a complètement faussé, parce que moi j'aurais souhaité quand même que depuis les premières journées de l'agriculture qui ont été organisées dans notre pays, ou les premières journées de la paysannerie qui ont été organisées dans notre pays, qu'il y ait une communication accrue, qu'il y ait une sensibilisation accrue de la jeunesse autour du fait que le paysan aujourd'hui il est important, et que l'agriculture au-delà des mines ou à côté des mines d'agriculture est vraiment la fer de lance du développement de notre pays. Et comme ça vous verrez si les jeunes ne quitteront pas Bokeh pour descendre dans mon village. Voilà, bon courage à l'agriculture. On se rappelle que Sékou Touré avait fait venir plus d'1 million de tracteurs. Chaque étudiant en fin de cycle allait les FAPA, mais les tracteurs sont revendus aux pays voisins, pauvres de nous. C'est là Junior évidemment qui nous envoie ce message. Pour une fois, il est d'accord, il est avec nous sur la même ligne. Allez, on a cet autre aussi qui réagit du côté de Bokeh, Abdoulaye qui est à la mine. Les populations paysannes sont inquiètes et malheureuses aujourd'hui à Bokeh par la politique de tri des acheteurs de cajou. Des centaines de tonnes sont en stock aux 100 acheteurs. Et Roubi, laisse-nous, il le dit. Merci à cet autre aussi qui réagit, Moria Kaba du côté de l'IFR en France. L'un des rares événements qui regroupe donc les politiciens et le salon de l'agriculture de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde prend part pour exposer donc sa vision du monde rural. Sidia Touré était à Zali pour exprimer donc son attachement au monde paysan qui constitue pour lui le pilier de tout développement inclusif. Il a raison. Vous êtes chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Que ce soit les directeurs, que ce soit n'importe qui, je ne dirai à personne on va faire du mal à telle personne. Jamais. Quand on a bama rabaya taklira, ina antang li sumbara. Nous ne m'entendons pas auto. On faut retourner sa quelque wawa, n'a pas faire qu'on aille où il fallait ouvrir. On n'y fait gaber à quoi ce manque de l'innocence. La Guinée n'a responsable yi. Autant n'a rien d'occupé. Qu'on a qu'un autant ani. Car fan, autant n'a rien, autant n'a rien. Gouvernement n'a rien entendu. Nafan ka fan ala nuntan ka mu fan ala nuntan même rebirin tantam ino même kunde tungo de to na kamboro fa ina yiki kona sa la fe ko tamu yakun pe ka on tang be walo ala manye won be lo ala ma num me kana kan tungo ay jamfa walu ala ka sarafi wo yo kan tang be yoko hali na to me fi ko bi raba kana kan no ma mo be yoko ma ni lu manena ala khisa awu ngara baraki. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ainsi va le monde, évidemment, l'on a compté à l'instant sur Radio Espace. Oui, les affaires courantes, vu qu'on n'a pas d'interlocuteur du côté de l'opposition ce matin, on a tout fait pour rejoindre. Et là, c'est nous, tu me signales qu'il est du côté de Mali, c'est bien cela. On parle de journée ville morte ce matin, Moussa Moïse. Journée ville morte, je pense que c'est pas une façon très élégante d'accueillir le mois de Ramadan. Tout, hein. Et puis, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Je pense que l'opposition aurait pu réfléchir un peu en rejetant ça. Parce que ça colle assez
mal. Ouais. Et puis, je trouve que, sincèrement, je me sens un peu fatigué. Nous avons les mêmes leaders politiques qui sont représentés au sein de la CENI, les mêmes leaders politiques qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont ces mêmes leaders politiques qui sont au sein du comité de suivi d'application des accords politiques. Ce sont ces mêmes leaders qui disent que malgré qu'ils sont tous partout et nulle part, eh bien, ils n'ont pas de solution pour nous sortir de ce bourbier. Je trouve que le peuple est pris en otage. À un moment donné, il faut qu'on entende raison. Ceux qui violent la loi en premier lieu et l'opposition qui, en fin de compte, parle de compromis, je pense qu'on allait de compromis en compromis. Ouais. Là, nous sommes dans la compromission et on finit de compromettre l'avenir de tout un peuple. C'est assez grave. Il faut, encore une fois, penser à l'avenir de ce pays et trouver les solutions qu'il faut. Bien. Je pense que si les experts se sont prononcés sur une sortie de crise, retrouvez-vous autour de la table et essayez de voir est-ce qu'on peut appliquer cela, parce qu'il ne s'agit pas quand même de toutes les circonscriptions. Il n'y a qu'une partie des circonscriptions qui sont beaucoup touchées par ces revendications-là. Merci beaucoup, Moussa. 12 circonscriptions exactement, et je crois la solution que proposent les experts, c'est de laisser les conseils communaux, les sièges obtenus donc par chaque liste de candidatures au niveau des circonscriptions au sommet comme tel, et d'aller faire le travail à la base au niveau des quartiers. C'est-à-dire revoir comment est-ce qu'on pourrait installer ces quartiers. Le problème réel, c'est qu'il y a tous les quartiers, il y a certains quartiers dont les procès-verbaux n'ont pas été pris en compte à la centralisation. Donc, il est aujourd'hui difficile, si on part avec les résultats comme tels, d'avoir les conseils pour ces quartiers. C'est pourquoi, je crois, les experts avaient proposé de repartir vers les quartiers pour voir dans quelle mesure on pouvait installer ces conseils là-bas et laisser les conseils communaux comme tels. Maintenant, il y a eu ces deux propositions de la mouvance et puis de l'opposition. La première proposition, c'est de la mouvance, c'est de reprendre carrément les élections au niveau des 12 circonscriptions, ce que l'opposition n'accepte pas. Tiens, alors, si on ne part pas avec la solution proposée par des experts, qu'on sorte alors les procès-verbaux de ces 12 circonscriptions et qu'on puisse faire comparaison. Il y a des spécialistes qui disent qu'on peut partir vers la Cour suprême pour avoir ces procès-verbaux et pour que la Cour suprême elle-même les valide s'il faut. Si c'est l'opposition qui a raison, alors que ces résultats soient confirmés. Si c'est elle qui a tort, que les résultats qui vont en tout cas être confirmés par la Cour suprême soient maintenus. Mais encore une fois, en regardant la loi électorale, c'est que nous sommes à la fin. C'est-à-dire on a les résultats définitifs. Et ce qui pourrait être fait maintenant, c'est l'installation des conseils. Le blocage, il est là. Et du côté de l'opposition, niet, ils ne seront pas installés. J'ai entendu quelques réactions ce week-end. Non, ils sont clairs, ils ont été catégoriques. Après, on se pose pas mal de questions sur l'objectif, le but de leur sortie des assises et surtout, pourquoi cette manifestation. Hier, je ne sais pas sur quelle fréquence, j'ai capté au hasard une communication en langue nationale où on revenait sur les raisons de la journée ville morte aujourd'hui. On parlait de pas mal de choses. Ce n'est pas que pour ceux pas que pour les communales. On citait pas mal de mots, la corruption et autres, que tous les Guinéens qui se sentent concernés. Ce sont effectivement des alibis. Moi, je voudrais un jour avoir M. Diallo dans ce studio pour que lui-même il donne la définition de ce qu'on peut appeler une journée ville morte. Bien. Une journée ville morte, ce n'est pas justement ce qu'on est en train de faire. J'ai vu des images ce matin, encore des pneus, des citoyens qui sont empêchés de circuler. Une journée ville morte, si l'opposition guinéenne, elle est forte aujourd'hui, elle estime qu'elle a une grande population qui suit ses actions, et bien qu'elle dise seulement ville morte, et puis les militants restent à la maison. Mais manifester la journée ville morte en faisant ça, je pense que ça va, c'est tout à fait contraire de la notion de ville morte. Il faut faire très attention. Moi, j'ai pris, c'est une prière que je formule, je peux bien le faire en tant que Guinéenne, qu'au cours de cette journée, aucun Guinéen ne trouve la mort. Bien. Franchement. Alors, on espère t'entendre, mais sur la question conflictuelle qui lie l'opposition au pouvoir en place, notamment autour des installations et la non-installation des conseils communaux. Je pense qu'on va pas revenir dessus, Jacques a bien tout dit. Mais moi j'ai une inquiétude par contre. Mon inquiétude c'est quoi? C'est que vous avez que la mandature des députés viennent à bout, je crois, le 19 août. Hein. En tout cas mi-2019. Et c'est cette CENI-là, la CENI que nous avons actuellement, qui est censée normalement organiser les élections législatives. Sauf que, lorsque vous regardez très bien, la CENI finit, elle, son mandat avant la fin du mandat
des députés. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de tergiverser autour de l'installation des conseils communaux, etc. Pendant ce temps, le temps passe. Donc ce que je crains, c'est qu'il y ait une accumulation de conflits électoraux liés à la non-installation des conseils communaux, liés à la non-réorganisation de cette CENI qui est censée, elle, organiser cette élection législative, qui par la suite est censée organiser la présidentielle. Donc voyez-vous, cette accumulation-là, c'est une bombe à retardement. Bien, et Moussa, on revient évidemment sur le cas El Hadj Doura. Vous le signalez, il a été... Je pense que le vieil homme repose finalement en paix. Quand on l'a exhumé, je pense qu'il y avait une sorte de mystère autour de du corps. C'est comme si il savait que ce n'était pas l'endroit où il allait reposer éternellement, parce que c'était comme un corps momifié. Le drap avait pris forme avec la peau du vieil homme. C'est quand même le médecin légiste lui-même a noté cela, parce qu'ils avaient procédé à une autre exhumation, toujours dans le cadre de cette enquête, du côté de Tougué, et la décomposition n'était pas du tout la même. Et lui, il était là, sous terre, depuis 4 mois, mais je vous dis, c'était tout de même un tout petit peu miraculeux. Et le travail qui a été fait par la gendarmerie, l'accompagnement aussi de certains collaborateurs qui ont permis d'épingler ce grand réseau, l'implication personnelle du général Baldé, je pense que tout cela, l'idéal aurait été de retrouver le vieil homme vivant. Ça n'a pas été fait, mais le réseau a été démantelé, et c'est un réseau assez puissant, puisque la villa qui a servi d'arrière-plan, c'est une villa qui a été louée il y a de cela 6 mois, et ils ont prié avec le vieux dans la mosquée, histoire de vous faire comprendre qu'ils ont pris tout le temps de l'étudier. Vous aurez tout cela en grand format dans toute la reconstruction, dans Immersion sur Espace TV. Merci beaucoup Moussa Moïsila. J'ai une question, une question rapidement. On ne peut pas, non, mais pour Moussa très rapidement. Je dois rendre l'antenne. Pour Moussa très rapidement, une petite question, parce que j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux. Moussa était sur place. Selon les informations, des mèches, des habits et d'autres accoutrements de jeunes filles auraient été trouvés dans les lieux. Dans la zone à côté de ce marigot du côté de Maléa, c'est vrai que lorsque les pelles faisaient leur action, c'est d'abord un soutien-gorge qui est sorti, ensuite des mèches. Si l'État, la justice ou les investigateurs prennent un peu de temps, un peu de sérieux dans la zone, peut-être qu'on peut retrouver d'autres personnes enfouies là. Mais sincèrement, c'est une zone assez mystérieux tout cela. Voilà. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Grand merci à toute l'équipe technique. Prince Diallo à la réalisation, à Mamoudou Kondé, côté télé. Djibril Kabak Kamara était là. Monsieur Souma, évidemment. Et Awal Kamara. Allez, à demain.